Donc, Mouna Chouaten, vous êtes fort active dans Santé en lutte, qui est c'est quoi, une association, une organisation, un mouvement? C'est une association de fait. C'est une association de fait. Ok, qui existe depuis. Expliquez-nous un peu depuis quand elle existe et qu'est-ce que vous faites, et actuellement dans le contexte assez particulier dans lequel on est avec le Covid-19. Est-ce que vous revendiquez, et on parlera plus largement de tout ça. Donc en fait, la santé en lutte existe. La première assemblée générale de la santé en lutte a eu lieu en juin 2019. Et c'est né au départ d'un mouvement de grève qui a eu sur les réseaux IRIS à Bruxelles. La santé en lutte, elle a vraiment pour objectif d'aller chercher la voie du terrain. Donc, en fait, on n'est pas du tout, on s'associe pas du tout à des représentations de métiers d'infirmiers comme la FNIB ou la CN ou d'autres représentations d'infirmiers de Belgique. Et on n'a rien à voir non plus avec les syndicats. C'est vraiment des gens de terrain, que ce soit des infirmiers, des ouvriers, des brancardiers, des aides-soignants, enfin, des kinés, tous ceux qui sont sur le terrain, qui ont, grâce à la santé en lutte, la possibilité et la place de déposer ce qu'ils ont à déposer en termes de revendications ou de vécu sur le terrain. Et donc, on avait commencé à faire des mouvements de grève depuis, ça fait déjà presque un an. Il y a eu un moment des manifestations, mais qui n'ont pas été fortement médiatisées. On en parlait un petit peu au journal Parler. On voyait les groupes d'infirmiers, mais c'était des petits groupes qui se formaient et qui faisaient des manifestations. Mais il n'y a pas eu un gros mouvement du pays avec tout le personnel soignant qui puisse faire un tollé, qu'on puisse les entendre. Donc, ça n'avait pas l'air vraiment. On avait des gens qui voulaient se lier à la santé en lutte, mais il n'y avait rien de vraiment. Ça prenait pas vraiment, quoi. Et ici, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis forcément la crise Covid, cette crise est venue vraiment exacerber les difficultés qu'on avait sur le terrain. Et elle a également mis à jour le visage assez despotique de notre politique, un visage complètement où on nous a complètement lâchés et on nous considère vraiment comme de la chair à canon. Et il y a eu vraiment de la colère dans tout le système de soins de santé, qu'il soit au niveau médical ou au niveau du personnel infirmier et autres, ouvriers, brancardiers. Et donc, du coup, le mouvement, nous, on suit ça de très près parce qu'on est sur le terrain et parce que forcément, on a plein de soignants autour de nous. Donc, du coup, on sait ce qui se passe réellement sur ce terrain et donc on ressort des témoignages et on les met en avant. On les met en avant pour que ça se... Oui, dites-moi. Non, continuez. On met en avant tout ça pour justement mettre à jour la réalité du terrain qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas au niveau des informations. Et un exemple, je peux continuer? Oui, allez-y. Un exemple concret, on a des décès malheureusement suite à ce Covid qui sont relayés tous les jours dans les médias et jamais à aucun moment on va parler du personnel soignant qui est contaminé, du personnel soignant qui est décédé. Or, il y a du personnel soignant contaminé, il y a des gens qui sont malades, il y a du personnel soignant qui est aux soins intensifs encore à l'heure d'aujourd'hui et il y a du personnel soignant qui est malheureusement décédé suite à ce virus et jamais à aucun moment ça a été relayé ni par les politiques ni par les médias et donc là entre autres on essaye de recenser un maximum le nombre de soignants qui ont été contaminés ou qui sont décédés pour pouvoir mettre des chiffres et mettre des noms et mettre des visages sur ce personnel qui s'est sacrifié, or que on n'a pas c'est pas normal de mourir aujourd'hui en tant que soignant du Covid, quoi. Et donc voilà. Donc, paradoxalement, le Covid-19 vous a permis d'avoir une certaine notoriété, en tout cas de faire connaître vos combats, ce qui n'était pas le cas du tout avant, mais
vous dites quand même, parce que vous savez que nous, vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé avec le journal Kéros. Oui, tout à fait. Qui, après avoir fait des liens entre les politiques, les groupes d'experts et le privé, les multinationales pharmaceutiques, se fait traiter encore il y a quelques jours par Dominique Demoulin sur de complotiste. Vous dites quand même qu'actuellement, les médias et les politiciens ne relayent quasiment rien. Je rappelle quand même, comme vous le dites aussi, que Maggie De Bloch a essayé encore de dire. Elle a remis à plus tard un projet de loi qui allait impacter les hôpitaux de 48 millions d'euros. Et récemment, le 4 mai, il y a eu un projet de loi, un arrêté royal qui est passé pour un projet de loi pour la réquisition des personnels soignants. Donc, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu sur cet aspect-là. D'un côté, tout d'un coup, vous êtes les héros, alors que juste avant, on supprimait tous les budgets de la santé. En tout cas, on essayait de réduire le personnel hospitalier. Et d'un autre côté, maintenant, quand c'est un peu en train de se calmer, on vous réquisitionne, alors que, et ça j'aimerais bien vous entendre là-dessus, vous avez été très obéissant en fin de compte, puisqu'on vous a empêché de prendre des congés jusqu'à fin juin. Tout ce qui était prévu, vous deviez être sur le terrain. Et vous avez obéi. Vous avez accepté ces contraintes. Donc, vous pouvez m'expliquer un peu toute cette situation un peu les médias quand même. Donc en fait, on a accepté ces contraintes qui étaient, je pense, pour la plupart assez normales, parce que on voyait ce qui se passait en Italie, parce que l'Italie, je pense, qu'a été vraiment le premier pays touché. Et donc, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc voilà, on a vu ce qui se passait en Italie. Donc pour nous, c'était normal d'être sur le terrain. Et en soi, ça a emmerdé quand même pas mal de personnel, parce que on a dû bouger des congés. Mais de toute façon, même ces congés, si on les avait gardés, on n'aurait rien pu en faire parce que tout était bloqué, les frontières étaient fermées. Donc en soi, voilà, on a fait notre job, on a bossé parce que on avait besoin de nous, et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que on est en train il y a des services Covid qui sont en train de fermer dans les institutions de soins. Les soins intensifs deviennent légers en termes de charge de travail, parce qu'il y a moins de patients Covid, parce que les prises en charge de Covid sont quand même assez lourdes. Et aujourd'hui, donc quand on voit cet arrêté qui apparaît et qui nous parle de réquisition, mais d'abord, il y a plein de choses qui se passent. C'est on est en train de déconfiner d'une façon qui est complètement pas normale. On déconfine de façon, on ne vérifie pas les paramètres, on n'attend pas 2 à 3 semaines entre chaque étape, on déconfine de semaine en semaine. Et aujourd'hui, on l'a bien vu, c'est le bordel dans plein d'enseignes, de grandes enseignes où il y a des fils qui sont en train de s'accumuler. Mais nous, on voit ça et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Et on va avoir une deuxième vague qui va nous tomber dessus. Et donc ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, c'est qu'il n'y a eu aucune concertation, il n'y a eu aucune discussion. Et la très chère ministre, Madame De Bloch, nous ment, elle dit qu'elle a été demander l'avis du terrain, mais bon, quand elle parle du terrain, je pense qu'elle parle des organisations d'infirmières reconnues comme la FNIB ou la CN. Or, on a pris contact avec eux, ils n'ont jamais été contactés, que ce soit des organisations infirmières ou que ce soit les syndicats. C'est quelque chose qu'elle a décidé, qu'elle a mis en place. Alors hier, j'ai vu, elle avait été interviewée par, c'est pas tous les jours dimanche, où elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi le personnel infirmier était à ce point-là choqué qu'elle faisait ça pour nous. Donc on nous ment et en plus on nous prend pour des cons, quoi. En plus on nous prend pour des cons. Donc vous êtes dans l'obligation d'accepter d'aller travailler. Et en plus, si vous ne pouvez pas ou si vous refusez, vous risquez un emprisonnement et une amende. Mais où on est, c'est juste pas possible, quoi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il y a pas. Alors, la reconnaissance des politiques, on n'en a rien à battre. Ils peuvent se la garder, leur reconnaissance. On s'en fout parce que depuis, ils nous ont jamais reconnus. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous reconnaître. Alors, ils nous remercient mais c'est juste de la manipulation, c'est juste faire belle image devant un grand public.
C'est dire, on comprend ce que vous vivez, merci, heureusement que vous êtes là, mais ils en ont rien à foutre. On n'a jamais encore vu Madame de Bloch dans un hôpital venir voir ce qui se passait sur le terrain. On n'a pas vu Madame Wilmès venir voir ce qui se passait sur le terrain. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ils prennent des décisions avec une vision globale. Et dans leur vision globale, je pense que ce qui prime surtout, c'est l'économie du pays. C'est ce pognon, mais finalement, les vies humaines et ce qui se joue réellement dans les institutions de soins ne sont pas du tout prises en compte, quoi. Mais pas du tout. Et dans cet arrêté, vous avez la réquisition, mais je ne sais pas si vous savez, enfin sûrement vous le savez, mais il y a aussi le fait de pouvoir déléguer des actes infirmiers à du personnel de soins non qualifié. On est en train de brader la profession. Quoi. Donc on fait des années d'études, on est en train de brader la profession au détriment de la sécurité des patients. Et tout ça, c'est pas cadré, il n'y a pas de règles, on ne sait pas ce qu'on peut déléguer, pas déléguer. Donc, du coup, tout ça va entraîner, si un patient porte plainte contre un soignant non qualifié, vous ne savez pas sur qui ça va tomber. Est-ce que ça va tomber sur le soignant non qualifié, sur l'infirmière qui a délégué, sur le médecin? Enfin, il n'y a rien de clair. Et le métier d'infirmier, on ne se dit pas infirmier comme ça. On ne peut pas on n'arrive pas à faire des soins sans être qualifié. C'est pas possible, quoi. Et on sent vraiment là un décalage entre eux et nous, quoi. On n'est vraiment pas dans le même monde. Il y a vraiment une fracture que vous mettez bien en évidence entre le monde politique, les médias aussi et les gens qui sont sur le terrain. On dirait vraiment qu'ils sont hors sol. On se rend compte de ça à tous les niveaux. La ministre Wilmès a dit que les masques devaient être soumis à la logique de l'offre et de la demande, comme le reste. Donc, question, les hôpitaux, pour l'instant, achètent les masques au prix du marché, sans doute. Oui, mais les hôpitaux, c'est de la débrouille. En fait, il y a des businessmen aujourd'hui, des gens, des hommes qui sont dans le business, qui ont des relations commerciales avec la Chine, qui commerçaient surtout peut-être dans de l'immobilier ou dans du textile, ou qui se sont reconvertis aujourd'hui dans les masques et qui font leur business autour de ça, et donc les institutions de soins essayent de trouver des masques comme ils peuvent. On a fait des appels à la population, on a des ateliers de couture où il y a des infirmiers qui cousent des masques. Et donc, alors il y a ces gens qui nous ramènent, qui essayent de livrer des masques à des institutions, mais qui sont à des prix incroyables, quoi. Et alors, ce qui nous fout les boules, c'est qu'aujourd'hui, dans des supermarchés, on vend des masques. On vend des masques dans des supermarchés aujourd'hui. D'où ça sort? On se pose la question d'où ça sort, parce que depuis le début de cette épidémie, chez nous, on est à la recherche de ces masques. Il y a eu toute une saga autour de ces masques. C'est vraiment une scène théâtrale. C'était à mourir de rire, parce que on voyait vraiment là une incompétence de gestion de la part de nos politiques. Et on parle des confinements. On parle de devoir commencer, que le masque est de plus en plus recommandé et obligatoire dans les transports en commun. Et puis, 2 jours après, on entend que ces masques vont être vendus en supermarché à entre 35 et jusqu'à 70 euros. Parce que moi, j'ai une amie qui a acheté une boîte de masques à 70 euros qui sont là dans des supermarchés pour tout le monde. Et encore aujourd'hui, à l'hôpital, on n'a pas assez de masques. On n'en a pas encore assez. Il y a des services qui travaillent sans masque. Oui. Donc c'est le marché avant tout. Est-ce que cette situation paradoxale permet une certaine conscientisation politique chez vos collègues? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui lève une sorte, parce que c'est quand même énorme. Maintenant, ceux qui regardaient RTL TVI ou l'RTBF tous les jours et se disaient tout va bien ou bien ça va pas très bien, mais là, ils se rendent compte vraiment que faire confiance aux politiques, aux médias de masse, ça semble plus possible. Oui, en fait, je pense, ce qui a eu, c'est que les hôpitaux vont pas bien déjà depuis un moment, mais ça restait cloisonné au sein de l'institution hospitalière. On vit des choses dans les hôpitaux. On était vraiment dans un régime
presque de dictature et de harcèlement. Vous devez suivre le mouvement. Donc, il y a une logique de rentabilité qui est dans les institutions de soins qui mettait une pression sur le personnel soignant. Et donc, on devait fermer sa gueule et faire ce qu'on nous dit. Et si vous dites oui, mais non, je ne suis pas d'accord, ben, vous vous faites ramasser, vous n'avez que des emmerdes et vous avez des problèmes avec votre direction. Et donc, cette colère, on l'avait surtout au sein de nos directions dans l'institution de soins. Et donc, ben, on n'osait pas trop s'exprimer parce qu'on avait peur d'avoir la direction qui nous tombe dessus. Aujourd'hui, le Covid, eh bien, est juste venu de façon de manière générale, montrer que le problème, ce n'est pas forcément les directions des institutions de soins, mais que c'est beaucoup plus haut et que ces directions de soins, finalement, sont elles aussi tenues à des revendications politiques qui les contraint à adopter ce type de management, qui est un management complètement taylorien, technocratique, enfin vraiment basé sur du budget, sur de l'argent, et non pas sur le soin en lui-même. Même si on vous fait croire que l'humain est avant tout, c'est pas vrai du tout, ça se passe pas comme ça. Et donc, le personnel de terrain, ben, aujourd'hui, il se dit, mais en fait, c'est les politiciens qui sont à la base. Et c'est venu vraiment ressortir et faire émerger le fait que ben, si on est dans les situations dans lesquelles on était, c'était d'abord suite aux décisions des politiciens du système politique dans lequel on est, mais également un petit peu certainement des directions. Mais aujourd'hui, la grosse merde dans laquelle on est, ben, c'est les politiques qui nous l'ont bien éclaté dans chaque institution hospitalière. Et quid du santé à deux vitesses avec des hôpitaux privés, semi-privés pensons par exemple à l'industrie hospitalière qui vient de se créer à Delta. Comment mobiliser les personnels des hôpitaux privés, par exemple? Quelle est votre vision par rapport à ça? Compliqué, c'est très compliqué parce que on n'a pas du tout la même façon de travailler déjà parce que bon, les hôpitaux privés sont tenus à une pression encore, je pense, peut-être plus importante, qui est en train d'arriver dans le public. Hein. D'ailleurs, on se pose la question de savoir si on ne va pas finalement gérer des hôpitaux publics comme on gère des hôpitaux privés. C'est déjà, je pense, ce qui est en train de naître. Mais aller mobiliser du personnel infirmier, il faudrait qu'ils aient un sacré courage que pour pouvoir s'afficher et montrer que ils n'en veulent plus, quoi, et qu'ils veulent passer à autre chose. Parce que j'ai eu une discussion avec une amie qui travaille sur Delta et qui travaille dans un gros service que j'ai essayé de ramener dans la santé en lutte. Je lui ai un peu parlé de notre mouvement, mais elle me dit, écoute, elle dit, moi, je suis sur Facebook et je suis anonyme sur Facebook parce que j'ai peur. Elle me dit, je sais que nos directions surveillent Facebook. Mais ça, il ne faut pas aller à Delta pour... vous allez sur n'importe quel hôpital, tous les hôpitaux publics. Moi-même, j'étais dans un hôpital public sur Charleroi et on me surveillait sur Facebook, on surveillait tous les posts que je mettais et on m'a complètement coupé également de mes collègues de l'hôpital. Je suis partie de cet hôpital parce que j'étais devenue vraiment la tête à couper, parce que je disais haut et fort tout ce que les autres n'osaient pas dire. Quand vous êtes convoqué à une direction, on vous demande de vous taire et finalement d'être un mouton, de suivre le mouvement et que vous dites mais non, et que vous tapez le poing sur la table, vous devenez un problème. Et donc du coup, dans les hôpitaux, je pense qu'il faut un sacré caractère, encore plus peut-être dans du privé que pour pouvoir s'afficher. C'est pas gagné. Et alors, ce qui est un petit peu aussi dommage, c'est on voit qu'il y a des groupes d'infirmiers. Donc là, c'est la santé en lutte. On a un groupe qui s'appelle, il y a aussi un groupe qui s'appelle Take Care of Care, je pense. Et un nouveau mouvement là que j'ai vu apparaître pas plus tard qu'hier, qui s'appelle Oxygène. Mais c'est quoi tous ces groupes qui naissent séparément? Oui, voilà, ici, l'idéal, c'est d'avoir un seul et unique mouvement qui puisse reprendre l'ensemble du personnel pour avoir plus de force, parce qu'il n'y a rien à faire, l'union fait la force. On est face, si on arrive dans la rue à 200 aujourd'hui et demain, il y en a 500 et puis après, il y en a 100, et on manifeste au nom d'un mouvement à chaque fois différent, on n'a pas, globalement, ça reprend les mêmes revendications, mais
pas forcément, et donc idéalement, c'est d'avoir un seul et unique mouvement pour faire bloc. Et au-delà des applaudissements, est-ce que vous pensez que la population vous soutiendra, notamment quand vous parlez de manifestation? Est-ce que ça ne serait pas le moment d'appeler à une grande manifestation avec des revendications claires, tout ce qu'on est en train de dire là et autre chose? Deuxième sous-question, est-ce que vous ne pensez pas que dans ces applaudissements, il y a une grande confusion, notamment de mettre les médecins et les infirmiers dans un même sac, disons, alors qu'il faut quand même savoir que 90% des médecins votent MR, que c'est eux qui ont appuyé le numerus clausus, et que disons que les politiques ils jouent dans ce jeu un peu de concurrence, en utilisant parfois aussi l'hôpital public. On sait très bien qu'il y a des médecins à Saint-Pierre qui envoient vers leur cabinet privé. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez? À la fois cet aspect, est-ce que la population est prête à vous soutenir? Est-ce que c'est pas le moment? Et est-ce que aussi, quand ils applaudissent, il manque pas quelque chose dans la compréhension de... Mais moi, si j'ai un message à faire passer, c'est arrêtez de nous applaudir et venez nous soutenir sur le terrain quand on aura besoin de vous, quoi. Parce que ces applaudissements, je pense que c'est surtout pour eux qu'ils le font. Après, c'est un avis complètement personnel. Je pense qu'ils applaudissent parce que d'abord, ils sont confinés. Donc, ils sont enfermés. Il y a un virus qui est là en train de circuler qui finalement vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez mourir et vous pouvez vous retrouver malade. Et donc, du coup, c'est dire, mais finalement, il y a quand même, on est là, on est confiné, mais il y a des gens qui prennent soin de nous, on va les applaudir. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient des tripes ou est-ce que ça vient simplement de la peur que tout ça, que tout ça engendre? Leurs applaudissements, bon, ok, c'est bien gentil, mais voilà, c'est pas forcément qu'ils applaudissent pour des infirmiers ou pour des médecins. À la limite, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, et c'est là où une grande manifestation, elle est en train de s'organiser. On a déjà une date probable qui serait au mois de septembre. Mais à vérifier. Mais là où nous, on est assez méfiants et on est très attentif à ça, c'est que donc ici, on déconfine. On sait que les grands rassemblements, notamment les festivals, sont supprimés jusqu'à fin août. Comment est-ce que nos chers politiques vont autoriser à un moment donné le regroupement? Est-ce qu'ils vont peut-être autoriser, quand ils vont ouvrir les discothèques, les bars, les cafés, et ils vont dire pas de manifestation avant novembre, décembre, janvier, dans le but peut-être volontairement de le faire exprès, que pour pouvoir, parce qu'ils savent que ça bouillonne sur le terrain. Donc, ils vont se dire, on va reculer ces assemblées et on va dire manifestation à partir peut-être dans quelques mois pour essayer de refroidir cette marmite qui est en train de bouillonner en espérant que ça retombe et que finalement, même ces infirmiers, pas que des citoyens, mais même des infirmiers aujourd'hui qui ont la haine, se disent dans quelques mois, bon ça y est, c'est passé, c'est derrière nous, on reprend une vie normale, les magasins seront ouverts, les séries TV seront de nous, on pourra se mettre devant sa TV, aller boire des verres avec des copains, et donc du coup, on sera un peu sorti de cette dynamique dans laquelle on est aujourd'hui, et on sera peut-être certainement moins dans les rues. Et donc pour ça, on a ça à l'œil, mais de toute façon, à partir du moment où nous, on est en train de, on fait des réunions, on en discute pour voir quelle position on va adopter si ça doit arriver, parce que on pense que c'est comme ça que ça ira. Maintenant, on se trompe peut-être. Mais si c'est le cas, je pense qu'on va braver l'interdit et qu'on va... Voilà, j'allais vous le demander. Donc, il y a quand même une question de désobéissance à un moment donné qu'il faut poser. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que... donc voilà, là, il y a plusieurs choses qui se posent. Est-ce qu'on brave l'interdit et qu'on va manifester? Alors, on se dit, mais est-ce qu'on sera assez nombreux? Il y aura des gens qui vont avoir peur, qui ne vont pas suivre. Ou est-ce qu'on crée des mouvements par exemple dans Bruxelles, dans différentes villes de Bruxelles, on met des rassemblements de personnes avec une distanciation pour pas se faire arrêter, et on fait ça sur Bruxelles, sur Charleroi, sur Liège, où voilà, on est encore en train de se poser la question. Maintenant, à un moment donné, il va falloir se décider et on va se décider. Et alors, notre objectif aussi, c'est certainement de manifester, mais de manifester à un moment
on veut être en accord avec des mouvements européens, d'infirmiers européens, que ce soit pour la France, l'Italie, l'Espagne, parce qu'on voudrait faire, ça concerne la Belgique, mais je pense qu'il y a un problème dans l'Union européenne et c'est une dimension qu'il faut certainement pas négliger. Et je pense que toute cette politique d'austérité dans laquelle on est, elle concerne la Belgique, mais elle concerne l'Europe entière en fait. Et donc, idéalement, on est en contexte, on aimerait organiser un mouvement qui se ferait au même moment avec tous les pays, avec d'autres pays européens. Est-ce que vous avez une stratégie médiatique aussi? Parce que les médias ils vont jouer le jeu habituel. Est-ce que vous avez réfléchi? Bon, aujourd'hui, vous nous consacrez une interview. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, il faut ne plus jouer dans leur jeu? Je pense à RTL et aux autres qui travaillent en fin de compte quand même pour les gouvernements et qui sont toujours liés à des grosses fortunes. Et la RTBF, qui est normalement un média public, joue dans leur jeu. Mais au niveau médiatique, on ne s'est pas vraiment posé cette question. Vous voulez dire au moment où il y aura ces manifestations? À quel moment? Oui. Parce que aujourd'hui, on a des demandes, on nous donne, ceux qui nous donnent la parole, on la prend parce que pour nous, c'est l'occasion de dire qui on est et ce qu'on veut. Maintenant, il y a eu Views, vous voyez, c'est un truc de la RTBF, je crois, qui a donné la parole et c'est Denis qui a pris la parole, là, qui a fait, sa vidéo circule sur les réseaux, mais on n'a pas vraiment... Je vous avoue qu'on n'a pas vraiment de stratégie par rapport à ça. Nous, on sait que nous, on avance, on fait nos revendications. Je pense que ce qui nous fait connaître, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux, voilà. Donc, c'est via les réseaux sociaux qu'on est sur Twitter, on est sur Instagram, sur Facebook. Je pense que Facebook, Instagram, c'est récent et Twitter aussi. Donc, on est surtout plus connu sur Facebook. Et donc, on utilise ces réseaux, ces canaux-là, pour pouvoir faire nos revendications et nous faire connaître. Après, on attend de voir. Moi, je suis quand même assez surprise et j'aimerais qu'un plateau, par exemple, quand il y a ils font, je sais pas, moi, c'est pas tous les jours dimanche ou sur la RTBF, quand ils font des plateaux de discussion avec des gens, des politiciens ou des médecins, parce qu'on invite même des médecins maintenant. Je vois jamais un infirmier autour de cette table, jamais. Alors, s'il faut un infirmier, il ne faut pas un infirmier de la FNIB, parce que la FNIB, ils vont avoir un discours beaucoup plus modéré. Nous, on est beaucoup plus, j'ai pas envie de dire cru, mais on est juste beaucoup plus réaliste en fait. On reflète réellement ce qu'on vit. Parce que la FNIB, c'est beaucoup des gens des directions hospitalières. Et les directions hospitalières, vous savez, c'est du vécu. Un directeur infirmier qui descend dans des services pour voir du personnel et dire à son personnel « Ah oui, mais vous savez, le taux d'occupation est d'autant, on a diminué en chirurgie cardiaque, le taux a diminué d'autant. » On n'en a rien à foutre de votre taux d'occupation des lits, on s'en fout. Nous, on veut savoir, vous, en tant que directeur infirmier, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur la qualité des soins? Est-ce que le taux d'infection a augmenté? Est-ce que les patients se plaignent des services de soins qui sont donnés? Mais le taux d'occupation, on s'en tape. Et je ne sais pas si vous savez que les institutions hospitalières sont rentrées dans une logique de batch de qualité. Ils ont dépensé des milliers et des milliers d'euros, mais des milliers, on approche des millions, c'est vraiment juste excessif pour pouvoir avoir un putain de badge qu'on va mettre à l'entrée de l'hôpital en disant on est reconnu badge d'or ou badge de platine. Et tout ça a demandé de l'investissement financier au sein des institutions de soins parce qu'il a fallu revoir beaucoup de choses au niveau management, au niveau matériel, et ça demandait des efforts du personnel soignant. Donc, ce Covid arrive à un moment où on sort un peu de ça, où les soignants ont dû s'investir là-dedans pour faire tous ces changements, ces protocoles, et puis il y a ce Covid, et puis il y a la deuxième vague qui va arriver, et puis après ça, c'est pas fini. Après ça, on va encore subir parce qu'on va devoir rentabiliser toutes les pertes. Les salles techniques comme les salles d'opération, une salle d'opération par jour, une salle. Donc, un bloc opératoire, ça comporte
en général, en moyenne, 10 salles, et ça peut aller jusqu'à 20 salles. Par salle qui n'est pas occupée par jour, on est à 100 000 euros. Faites le calcul. 100 000 euros fois 10 salles ou fois 20 salles, eh bien, on est à des millions d'euros de pertes. Vous croyez qu'on va reprendre en nous disant merci, vous avez fait du bon travail, maintenant on va y aller doucement pour pas trop vous êtes fatigué, on va pas trop. Non, on va reprendre sur les chapeaux de roue, on va avoir une pression de dingue parce qu'il va falloir rentabiliser encore beaucoup plus qu'avant pour pouvoir récupérer tous ces déficits. Mais ici, où est l'État, quoi? Où sont les politiques? Qu'est-ce qu'on va faire pour nous? Est-ce qu'on va aider les institutions? On a débloqué 1 milliard d'euros pour aider les institutions, mais ils vont devoir les rembourser. Mais enfin, c'est nous qui allons trimer. On va encore de nouveau prendre. Et en plus de ça, si à un moment donné on a envie de s'arrêter et qu'il se passe quelque chose, on est réquisitionné, donc on n'a pas d'autre choix. C'est tu marches ou tu crèves. T'es là, tu bosses et c'est tout. Et est-ce que, oui, vous dites que d'office, c'est vous qui allez trimer, sauf si, et ce sauf si, ça serait quoi, par exemple? Sauf si, il se passe quoi? Parce que c'est un peu toujours la même chose, en fin de compte, dans tous les milieux. Ils profitent des situations de crise pour appliquer la stratégie du choc et se faire encore plus de pognon. Ouais. Sauf si l'État décide de donner des soutiens financiers à des institutions, aux institutions de soins, hein, et non remboursables évidemment. Hein. Donc, pour compenser les pertes qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc, il va falloir débloquer des millions, si pas des milliards, pour pouvoir aider les institutions à compenser tout ce qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'à maintenant en termes de soins, quoi, de bénéfices. Et pourquoi l'État qui, avant la crise du Covid, s'appliquait minutieusement à privatiser la santé, à lui enlever des moyens, mais aussi à mettre, comme vous le dites, dans les hôpitaux, tous des systèmes de reconnaissance, d'identité, de vérification des données qui coûtent très cher et qui sont mis en place par le privé. Pourquoi tout d'un coup l'État se ferait le garant des intérêts du public et des hôpitaux? Mais parce qu'on voit quand même aujourd'hui que le service public, enfin que la fonction des hôpitaux et que le système de soins de santé, c'est un pilier dans la société. Et que quand votre système de soins de santé n'est pas bon, mais comment on aurait fait si on n'était pas là? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais regardez, à peine on est encore dans le Covid que déjà ils mettent en place des projets de loi de réquisition. 2-3 semaines avant, ils ont remis à plus tard un projet de réduction de 48 millions. Ce que je veux dire, c'est, je suis tout à fait d'accord avec vous, évidemment, les soins de santé, le public, c'est très important. Mais pourquoi, tout à coup, ils deviendraient des samaritains et des personnes intéressées de la chose publique, alors qu'ils s'emploient à détruire de manière générale les politiciens, que ce soit le PS, le MR, le CDH ou les autres, ou des filles qui s'emploient à détruire le tissu social et le public? Ouais, mais écoutez, il n'y aurait vraiment pas de pourquoi, si ce n'est peut-être que si on a un système comme en France, hein, où il y a des médecins qui ont remis leur démission, ou peut-être prendre au chantage à un moment donné, je pense qu'il faut être beaucoup plus agressif que eux ne le sont finalement, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient doux. Hein, donc, c'est peut-être à un moment donné les tenir par le cou en disant voilà, on a besoin de vous, sinon autant de personnel va remettre sa démission. Et là, et encore, je ne suis même pas sûre que ça fonctionnerait. J'ai vraiment pas du tout la réponse j'ai pas du tout la réponse, je sais pas du tout, parce que c'est une question un peu piège, parce que j'ai l'impression qu'on demande sans cesse, s'il vous plaît, chers politiciens, aidez-nous, mais qu'il y a une forme de perte de temps et on reste dans un mouvement de délégation du pouvoir et que ça serait plutôt, nous maintenant, c'est nous qui allons décider. Parce que on n'est pas vraiment en démocratie, hein. Si on était en démocratie, c'est le peuple qui déciderait. Là, c'est les intérêts économiques. Je ne sais pas si vous avez encore entendu que le ministre des Affaires étrangères a acheté pour 50 millions de masques à une succursale, une société anonyme au Luxembourg, donc à Brox, et qu'on se demande comment ça se fait et où l'argent était. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être, si on veut politiser
le corps médical, essayer de leur dire, il n'y a plus beaucoup à attendre d'eux. Voilà, c'est une question un peu. Nous, c'est ce qu'on pense. Il n'y a plus grand-chose à attendre d'eux, mais je pense que le corps médical aujourd'hui a aussi une prise de conscience et a aussi pris conscience de pas mal de choses. Vous savez, aujourd'hui, on est en 2020, on est en Belgique, et il y a des anesthésistes qui ont été travaillés en unité Covid, les anesthésistes qui travaillent au bloc opératoire normalement, mais comme les blocs opératoires sont fermés, on les a fait travailler dans des unités Covid, dans des soins intensifs, pour pas un bal, ils sont pas payés. Donc, ils vont bosser, ils mettent leur vie en danger parce qu'ils peuvent se faire contaminer et ils ne sont pas payés. Et c'est aujourd'hui, enfin voilà, c'est juste, c'est hallucinant, quoi. Personne ne travaille gratuitement. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver dans des institutions de soins. On a des médecins aussi, des chirurgiens. Moi, mon mari est médecin, il est chirurgien et il ne vote pas MR, mais il a été travaillé en tente Covid pour pas un bal et sans être payé. C'est juste pas possible, quoi. Et donc ici, comme il n'opère plus, parce qu'il n'a plus opéré pendant tout ce temps, eh bien, il ne gagne pas sa vie. Il n'y a rien, il a demandé le droit passerelle comme tout le monde, quoi. Et donc, voilà. Et pourtant, je veux dire, ce sont des gens, ils ont fait des études, ils sont quand même là pour soigner des gens et pour pouvoir sauver des vies, et ils ne sont même pas reconnus. On n'en parle même pas, je veux dire, on ne le dit même pas. Des hôpitaux qui engagent des infirmières bénévoles et travailler gratuitement ou des maisons de repos qui ont été rachetées, qui sont maintenant en bourse, parce que des maisons de repos privées qui sont en bourse et qui sont pris par des actionnaires, qui demandent des bénévoles pour aller travailler, et nous, on veut nous réquisitionner pour aller travailler dans ces maisons de repos-là aussi. Donc des maisons de repos privées donc qui sont en bourse, parce que c'est du business, la maison de repos engage des infirmières bénévoles. Oui. C'est incroyable. Oui, et ces réquisitions, quand on nous parle de réquisition, c'est peut-être pour des maisons de repos d'ordre public, mais c'est aussi pour des maisons de repos privées, ce n'est pas que pour du public. On ne fait pas de distinction, c'est tout. Et quand Maggie de Bloch dit, c'est quand même pas normal que c'est l'armée qui est allée travailler dans ces maisons de repos-là. Oui, mais c'est pas normal non plus d'aller chercher du personnel, aller le faire travailler de façon obligée et des fois même bénévole, sans être payé, or qu'on sait que ces maisons de repos privées sont... c'est une plaque financière tournante, quoi. C'est juste du business, quoi. Mais vous disiez au début justement que ce qui a permis aussi le Covid, c'est de sortir du contexte propre à l'hôpital et de voir plus haut. Ouais. Est-ce qu'on ne touche pas à la question de où va notre argent? On sait qu'en Belgique, des milliards partent dans les paradis fiscaux. Et que c'est de nouveau un moyen de le peuple va payer, les infirmières vont payer au risque de leur santé, c'est pas grave, on s'en fout. Mais le capital, le business des maisons de repos, les hôpitaux privés, on va surtout pas les déranger. Est-ce que ça percole dans les milieux des travailleurs, des infirmières et tout ça? En termes de paradis fiscaux et d'exil fiscal, tous ces, oui, on se dit que forcément, en plus vous êtes une grosse société, moins vous êtes taxé, plus vous êtes riche et plus vous devenez riche parce que moins vous donnez en fait. Et on va toujours aller chercher dans nos poches à nous qui travaillons de manière humble et qui avons un salaire tout à fait, complètement décent, rien à voir avec tous ces milliardaires qui sont au-dessus de nous. Et donc on a vraiment l'impression qu'on est petit. Et que finalement, c'est sur nous qu'on va encore plus frapper parce que comme si finalement, avoir beaucoup d'argent, c'était aussi acheter nos politiques, quoi. Mais nous, on n'a pas les moyens de les acheter, nos politiques. Nous, on voudrait juste une politique humaine et qui est près de
près de son peuple, quoi, hein, près de ses citoyens, et qui est à l'écoute de ses citoyens et qui prend des justes décisions pour ses citoyens. Mais on n'en est vraiment pas là aujourd'hui. On a nous qui sommes là, ce petit peuple, ces petits citoyens, hein, puis on a les politiques et au-dessus on a ces grosses multinationales, ces gens qui ont un pouvoir sur le politique. On a l'impression que mais c'est tout au-dessus. C'est pas encore les politiques qui décident, c'est au-dessus d'eux. Ils sont pris encore au-dessus d'eux. Donc, et qu'est-ce que vous voulez que nous, en dessous, fassions par rapport à ça? Donc oui, on revendique, oui, on va manifester, oui, on veut une politique plus juste, plus citoyenne, plus démocratique, mais on sait bien que le problème est beaucoup plus haut aussi. Mm-hmm. Donc, la colère monte, je l'entends, c'est justifié. Est-ce que vous pensez justement que cette réquisition, pour terminer, c'est pas aussi peut-être ça? Parce que, en fin de compte, il semblerait que des lois de réquisition du personnel hospitalier, ça existait déjà, qu'on pouvait, dans des cas de force majeure, demander du personnel hospitalier, obliger du personnel hospitalier à intervenir. Est-ce que remettre ça sur le tapis avec aussi un discrédit de la fonction d'infirmier, puisque n'importe qui pourrait le faire maintenant? Et est-ce que ça vient pas aussi parce que, voilà, la colère monte, peut-être qu'il y en a un moment donné qui vont dire non, on va pas dans les maisons de repos privées pour soigner les gens, même s'il y en a qui risquent de mourir. Nous, on n'est pas du bétail, on risque aussi de mourir. Je veux dire, comment vous voyez cette chose absurde de ce projet de loi parce que ça vient d'où? Quel est leur intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Est-ce que... Eh bien, oui, enfin, je pense, mais apparemment qu'il y a eu la grippe H1N1, ils avaient déjà voté ça, mais on ne l'a même pas entendu. Et la grippe H1N1 n'a pas fait tout ce tollé non plus. Il n'y a pas eu tout ce confinement, il n'y a pas eu toute cette médiatisation aussi autour de la H1N1 qu'on a aujourd'hui autour du Covid, qui est quand même beaucoup plus virulent et plus mortel que la H1N1 et qui a obligé des gens à rester enfermés chez eux pendant des semaines. Donc, d'abord, ce qu'il y a eu, c'est que quand on vote et quand on vote cette loi, on se dit merde, quoi, ils ont des pouvoirs spéciaux. Et ils en profitent pour en faire ce qu'ils veulent finalement, sans jamais venir nous consulter, comme je l'ai dit au début. Et donc ça déjà, ça nous éveille, mais en plus de ça, c'est médiatisé, on apprend ça, on sait ça, et donc du coup, on se dit mais non, enfin, on se rend compte que d'abord, par les médias, on l'a appris. Non, on l'a pas appris par les médias, on l'a appris par un syndicat, je pense. Et donc, bien avant que ça sorte dans les médias. C'était pas encore sorti dans les médias quand on entendait parler que c'était en discussion. Ils vont venir à un moment donné vers nous, ils sont jamais venus. Et donc, du coup, ça a été voté. Mais clairement, là, aujourd'hui, je pense que eux, en tant que politiciens, je pense qu'ils doivent savoir que ça grouille sur le terrain, qu'ils doivent savoir qu'il y a des mouvements qui sont en train de se créer. Voilà, comme vous avez vu qu'on existait, pourquoi eux ne le sauraient pas, nous ou d'autres mouvements. Et donc cette réquisition, c'est aussi quelque part, si on doit manifester, si on doit sortir, ou si on doit, c'est aussi une occasion, ou se mettre en grève. C'est aussi, quelque part, c'est détourné, c'est de nous empêcher de le faire, quoi. Mm-hmm. Et c'est vraiment aller complètement à l'encontre de nos droits les plus fondamentaux, qui est le droit de grève, le droit de manifester. Et donc, ils ne vont pas nous dire on vous interdit de manifester, on vous interdit de faire une grève. Par contre, en mettant cette réquisition, quelque part, ils peuvent nous réquisitionner si on est en grève. Et donc, on perd finalement tous nos droits, quoi. Ils anticipent ce qui pourrait se passer et donc on voit bien qu'on est plus dans une lutte que dans une demande et que voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clôturer? Non, voilà, c'est très bien. Mouna Chouaten, merci beaucoup.